Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un documentaire sur les tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, suivi d'une interview avec Milo Delage, le représentant des citoyens français itinérants au niveau national. On est allé en cours de récréation pour savoir. Du coup, nous, on est l'atelier cinéma. On est en train de faire un documentaire sur les tziganes. Est-ce que vous connaissez du coup le terme tzigane? Non, je sais pas exactement ce que c'est les tziganes. Non. C'est un oiseau. Les gens de voyage, j'en avais jamais entendu parler avant. Là, ça fait que quelques jours. Les gitans, c'est ceux qui vivent en caravane, non? Qui habitent en caravane. Il y a des gens qui se déplacent beaucoup en caravane dans le monde entier. C'est juste qu'ils n'ont pas une maison fixe, ils se déplacent pour vivre. Ils vivent dans plusieurs endroits différents. Ils changent tous les 3 jours. Des fois, il y en a vers devant chez Intermarché. Il y a un grand camp à Skip. Ah non, ça c'est les manouches. Ben non, c'est pas des cigales ni des oiseaux. Cependant, il y en a certains qui vont vivre en caravane et d'autres non. C'est vrai que dans le terme tzigane, on emploie aussi les manouches, les yéniches, les gitans, les roms, les bohémiens qui viendraient plus de Bohème. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, ils ont toujours souffert de préjugés. C'est une grande famille, les gitans. Ils mangent du hérisson. Ils tuent des gens, je sais pas. Comment tu sais? Ah, c'est des gens immondibles. C'est ceux qui sont plus riches que ceux qui touchent pas le RSA. Et ils chantent aussi, non? Ils boivent. Tous les soirs. Moi j'adore les gitans. Ils font tout le temps des barbecues. Ils portent des gros chaussures là. Depuis 1912 déjà, les tziganes étaient obligés de se soumettre au contrôle du carnet anthropométrique. Oui, alors que la carte d'identité n'existait même pas encore en France. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, les tziganes ont été considérés comme des espions. Des espions donc qui récupéraient des informations françaises pour l'Allemagne nazie. Certains tziganes ont été assignés à résidence. D'autres ont été enfermés dans des camps dans toute la France. Petit à petit, ces camps ont fermé et on a transféré les tziganes au camp de Montreuil-Bellay. Voilà pourquoi c'était le plus grand camp de France. Vous savez à peu près combien vous étiez, combien ils étaient par baraquement? Par baraquement, ils étaient une cinquantaine. Parce que les baraquements, on a une photo d'ailleurs, on l'a, ils étaient une cinquantaine entassés là-dedans. Ils essayaient de se refaire dans les baraquements. Ils essayaient par famille, parce qu'il y avait les enfants, et avec des paillasses, des choses comme ça, faire un endroit pas clos, mais dans ces baraquements comme ça, c'était la puanteur la plus terrible. Les gardiens n'y rentraient même pas. C'était la crasse, parce qu'ils ne sont jamais lavés, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait rien de tout ça. Ils étaient couverts de poux et de maladies de peau. Vraiment, ceux qui ont été là pendant 4 ans, ça a été l'horreur pour eux. L'horreur. Mais dans les baraquements, c'était même les gardiens, parce qu'il y a longtemps que je me suis sédentarisé et j'habite une maison pas loin, et c'est le hasard. Et qu'avec Jacques on a commencé, j'ai rencontré 2 anciens gardiens civils. Deux hommes, qui étaient, il y a 50 ans de ça, qui étaient encore vivants, et j'en ai parlé, comment ça se passait. Et il me l'a dit, nous, les gardiens ne rentraient pas dans les baraquements tellement ça puait, tellement c'était dégueulasse à l'intérieur, tellement il y avait de vermine. Et c'était pas des bisounours, du tout, tous ces gardiens. Comme vient vous le dire Virginie, il y avait la gendarmerie, c'était des gendarmes bien entendu, qui gardaient. Et pour éviter d'aller travailler au STO en Allemagne, il y avait de jeunes gens de la région qui se portaient volontaires pour venir garder les nomades dans le camp. Alors je vous laisse le choix. Héros pour ne pas vouloir aller en Allemagne, ou des salauds parce qu'ils sont venus garder les nomades ici et qu'ils n'ont pas été des bisounours du tout. À aucun moment, dans tous les témoignages vivants qu'on a pu recueillir avec Jacques, à aucun moment on a entendu quelqu'un dire « Ah bah si, il y a eu cette personne, elle était à peu près sympa, il essayait... » Non, à aucun moment. C'était un rejet total, si vous voulez, des nomades dans ce camp. Je vais vous présenter l'organisation du camp. En ce moment, nous sommes à peu près ici. Donc sur cette grande parcelle qui est aujourd'hui divisée en 5, vous avez la prison qui est mentionnée ici. La prison, vous voyez son dôme, c'est une ancienne cave, on ira à l'intérieur tout à l'heure. Et donc dans ces espaces-là, vous aviez les espaces de service du camp. Quand on parle d'espace de service, c'est par exemple là où il y avait le magasin qui stockait l'alimentation du camp, les cuisines, le réfectoire, l'école et la chapelle. De cet ensemble-là, fait à peu près 5 hectares. Et vous voyez sur cette photo, la clôture de barbelés, en fait, elle est double. Il y avait une double clôture de barbelés qui encerclait tout le camp. Et à chaque côté, à chaque extrémité du camp, vous aviez un mirador qui était équipé d'une lampe puissante pour éclairer le camp la nuit. D'après vous, pourquoi on éclairait le camp la nuit? Pour voir s'il y en a qui essaient de s'enfuir. Oui, pour limiter le risque des évasions.
là où il y a la passerelle, c'est là qu'il y avait les baraquements du coup. Les baraquements de logement. Oui. C'est là où les internés se réunissaient, et ils étaient réunis par famille, et où ils pouvaient passer soit leur journée, soit où ils dormaient. Et c'est dans ces espaces-là où Jean-Jean vous disait à l'instant qu'il y avait de nombreux parasites. Et ce qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que comme il y avait pas de chauffage dans les baraques, le seul endroit dans le camp où il y avait du chauffage pour les internés, c'était dans l'école qui était réservée aux enfants. Et il n'y avait pas non plus de vêtements de rechange. Les couvertures étaient très limitées. Donc les couvertures étaient utilisées pour être transformées en vêtements par un certain nombre d'internés pour pouvoir se réchauffer. Et quand il y avait des chaussures en bois, les sabots étaient brûlés pour faire du feu pour se chauffer. Des planches des baraques ont aussi été utilisées pour faire un feu pour se chauffer. La seule aide qui était dans le camp à Montreuil-Bellay, c'était ces religieuses, les sœurs missionnaires franciscaines de Marie, qui ont fait le choix de vivre au quotidien avec les internés. Et elles distribuaient aux enfants, quand il y avait des dons du Secours national, des compléments alimentaires. Entre 1941 et 1945, il a accueilli environ 2000 personnes. Mais alors, comment en fait on arrivait dans le camp? Est-ce que c'était tous les tziganes qui étaient arrêtés et internés? Ils sont tous très forts en maths, ils ont bien compris que tu étais né pendant la guerre. Oui, 41, bien sûr. Et que toi, et ni tes parents n'ont été internés. C'est dans l'occupation ici, il y a eu des résistants, d'accord? Des résistants, 10% les armes à la main. Il y a eu des collabos, 10% les armes à la main, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et il y a eu 80% de la population qui avait le nez dedans, mais qui ne connaissait rien, qui ne voulait pas... Voilà. Et moi, je suis né à Montreuil-Bellay, comme dit, il faut que je le dise, et je le dis toujours, je suis né à Montreuil-Bellay. Ma famille, une partie de ma famille, est restée dans le sud-ouest de la France. Ils ont été internés à Mérignac, sitôt de l'assignation à résidence. Mon père, ma mère, plusieurs de mes tantes, sont venus à Montreuil-Bellay, parce qu'à Montreuil-Bellay, j'avais un oncle qui était sédentarisé. Ils se sont calés à Montreuil-Bellay et à aucun moment, ils ont été inquiétés, arrêtés. Alors que le camp fonctionnait. Hein. Pourtant, vous voyez la tête à ma mère, c'est quelque chose, on voit bien que c'est une manouche. Hein. Et jamais ils ont été internés, et longtemps, j'ai essayé de comprendre pourquoi. J'avais aucune réponse. Pourquoi ici, ils n'ont rien eu, et ailleurs, partout. Et avec les archives, on arrive à comprendre quand même, quand on va aux archives, qu'on ouvre ça, il y a eu 1000 lots de l'âge, duquel je pense que Virginie vous a parlé. On en a parlé tous les deux un jour, et il me dit, moi, ma famille, ça a été le contraire de la tienne, ils se sont sédentarisés dans un patelin dans la Sarthe. Ça n'a pas empêché qu'un matin, les gendarmes arrivent, arrêtent tout le monde et les embarquent. Et quand les archives ont été ouvertes, bien entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé aux archives, il a cherché, et il a trouvé la raison. C'est le maire de la commune dans laquelle ses parents s'étaient réfugiés, qui fait une pétition, qu'il a fait signer à ses administrés, et puis qui en gros dit Monsieur le préfet, une bande d'indésirables s'est abattue dans ma veuillez faire le nécessaire pour m'en débarrasser. C'est ça, c'était les maires en fait. Et qu'est-ce que faisait le préfet? Il ne prenait pas une bicyclette pour venir voir les gens, il signait l'arrestation, donc les parents à Milo ont été arrêtés dans la Sarthe, ils ont fait le camp de Mulsanne dans la Sarthe, après Montreuil-Bellay. Et moi après, j'arrivais pas à comprendre, je suis retourné à la mairie, j'ai cherché dans les archives, c'était des trucs de naissance, et j'ai levé la tête, et vraiment dans la mairie, il y a un marbre, si vous voulez, avec les résistants de Montreuil-Bellay, qui ont été arrêtés, torturés, et puis expédiés en Allemagne, et ils sont morts. C'était l'ancien maire de Montreuil-Bellay, qui était simplement un résistant. Et mes parents n'ont jamais été inquiétés, grâce vraiment à la mairie. Je pense au conseil municipal et le maire qui avait été là, ou celui qui avait succédé, qui n'a pas collaboré. Les deux se sont produits, arrêtés et pas arrêtés, parce que c'était les maires en fait. Un maire, c'est le premier magistrat d'une commune, ne l'oubliez pas. Et donc c'est eux qui les désignaient, ou la population, ou quelque chose. Mais voilà, ça a été une histoire trouble, vous savez, ça n'a pas été une histoire claire et nette. Hein. Et je vous parle comme ça, mais n'oubliez pas, la France, c'est mon pays. Hein. On fait de l'histoire aujourd'hui, et je suis fier de mon pays, c'est la France. Hein. Moi, voilà, je suis un petit franchouillard. Hein.
Et non, la France, c'est un très beau pays, mais on va dire la vérité. On ne va pas se cacher, on va pas. Moi, je ne vais pas m'exiler pour partir de France. Hein. Mais on va dire la vérité et on fait de l'histoire. N'est-ce pas? On fait de l'histoire. Donc l'histoire, on dit tout ce qu'il y a à dire. Je vais vous parler de la famille de celle-ci, qui est devenue ma famille par mariage, parce qu'on a tous retrouvés dans le même quartier à Saumur. Voilà. Toute cette famille a été internée, sauf la mamie dans le milieu. Vous voyez, je vais vous parler de cette grand-mère. Là. Oui, c'est la mamie, nous, c'est la grand-mère. Voilà les enfants, regardez. Regardez la mamie, la manouche qui est ici. Voilà. Bon, cette femme, en 14-18, elle est mariée. Elle a 2 enfants, un garçon et une fille. La mamie, ils sont mariés. Son mari, c'est un nomade. Il a le carnet anthropométrique, mais il est français. Il part faire la guerre, il est mobilisé. Et il meurt, il est tué au combat. Il meurt dans les tranchées pour sauver la France. Il s'est battu pour la France. Hein. Donc la mamie reste veuve de guerre 14-18 avec un garçon et une fille. Elle ne s'est jamais remariée. Et qu'ils sont en Bretagne. Et quand bien entendu arrive la guerre 39-45, son fils est mobilisé. Il est français, il est mobilisé. Il part aussi défendre la France au combat. Il est blessé et fait prisonnier par les Allemands. Donc il est prisonnier de guerre, il est en Allemagne. La mamie reste avec ses enfants, là, ses 5 petits-enfants, et puis sa fille et son gendre. Ils sont en Bretagne à ce moment-là. Et un beau matin, la gendarmerie, comme partout, elle arrive et arrête toute sa famille. Elle a entendu du bruit, elle a vu les gendarmes, et elle s'est cachée. Donc les gendarmes n'avaient pas une liste nominative. Ils ont ramassé tout ce qu'ils ont trouvé là, les enfants, la femme, ses 5 petits-enfants, sa fille et son gendre. Et ils sont dans un camp, je vais vous donner des livrets tout à l'heure, qui s'appelle Gorée. Elle reste seule, et puis vraiment c'est un témoignage absolument incroyable. Et quand elle ressort de sa cachette, un désordre pas possible dans cette pièce, dans cette maison, parce qu'ils avaient une maison, un bout de baraque, mais ils étaient sédentarisés. Et puis elle se dit, mais pourquoi je me suis cachée? Ses enfants, sa famille, c'est dans un camp à Gorée en Bretagne, et de Gorée, ils sont expédiés ici, à Montreuil-Bellay, à Viat devant le portail. À l'intérieur, il y a à peu près 1000 nomades qui sont internés. Et puis je vous garantis que elle n'avait pas une tête de paysanne du coin, c'était vraiment une manouche. Elle arrive devant ce portail voir les gendarmes et elle dit aux gendarmes, bonjour messieurs, vous avez mes enfants qui sont enfermés ici, je voudrais les voir. Et dans sa tête, elle se dit, moi je suis une manouche aussi, ils vont me prendre, ils vont m'enfermer, ils vont me mettre avec ma famille, et ce qu'elle pensait, et c'est ce qu'elle voulait. Les gendarmes, eux, n'ont pas ordre de l'arrêter, ils disent, bah, c'est bien madame. Ils appellent sa famille, et en face il y avait un poste de garde, et elle a vu sa famille. Et elle est repartie le soir libre. À peu près au bout d'1 an, elle a obtenu à ce qu'on relâche sa famille. C'était déjà mieux, mais c'est pas libre encore. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Relâcher, ça voulait dire qu'ils étaient encore assignés à résidence. Il fallait qu'ils trouvent un logement. Et il y a eu cette famille que je connais, il y a eu d'autres familles comme ça qui ont perdu leurs parents au combat pour sauver la France ou pour défendre la France, et on ne les a pas respectés pour autant. Le camp de Montreuil-Bellay a été classé monument historique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas altérer le lieu et qu'on ne peut pas effacer les traces. D'ailleurs, une commémoration a lieu tous les ans, à chaque mois d'avril, pour se souvenir. Parce que ce lieu, c'est aussi un lieu de recueillement pour les familles. On en a parlé de la commémoration du mois d'avril. Vous avez derrière moi l'œuvre d'Armel Benoît, Instant nomade. On va s'approcher tout à l'heure de cette œuvre. Cette œuvre, elle a été dévoilée le jour où François Hollande, président de la République, est venu en octobre 2016 dans une commémoration nationale où il a fait en sorte que la République reconnaisse les souffrances subies et sa responsabilité dans les souffrances subies. Cette œuvre a été édifiée à cette occasion. Le travail en amont a été mené par la Commission nationale consultative des gens du voyage avec les associations. Et donc, il y a 4 artistes qui ont répondu à la proposition de créer une œuvre. Les associations ont choisi à l'unanimité l'œuvre d'Armel Benoît pour rendre hommage aux victimes de ce lieu. Sont internés les nomades, les forains, et dans le camp de Montreuil-Bellay, il y avait aussi quelques sans domicile fixe que l'on appelait à l'époque des clochards et quelques prostituées. Donc c'est le nom de tous ceux qui ont été internés, qui sont inscrits à l'intérieur des colonnes. La liberté, c'est le cœur de l'homme qui continue à battre et à se battre malgré les pires destins. Tikno Adjam, poète zigane interné au camp. Sur ce lieu, il y avait une ferme
qui a été détruite par un incendie et il ne reste de la ferme que cette cave voûtée. Quand le site a été utilisé pour l'internement des nomades, cette cave a été transformée en prison. Donc vous avez deux espaces, celui-ci, et derrière ce mur, vous avez exactement la même chose. Donc vous aviez une prison pour les hommes et jeunes garçons, ou femmes et jeunes filles, puisque les enfants pouvaient aussi subir une peine de prison s'ils avaient enfreint le règlement, un vol, une bagarre, une suspicion de vol, ou pour les adultes, une évasion. Ce que je vais faire volontairement, c'est que je vais te claquer la porte au nez, Marlène. Mais tu as le droit de rentrer. Non, vas-y, claque. C'est pour que vous représentiez ce que ça veut dire être enfermé dans ce lieu pendant quelques jours. Ça fait peur. Tu peux sentir, essayez de vous imprégner des odeurs et de ce que vous ressentez là. Vous pouvez voir par là, là. Voilà. Les seuls espaces de courant d'air, donc ça peut être important pour renouveler l'air, mais aussi ça ramenait un froid terrible l'hiver, c'est les deux soupirails. Et si vous vous penchez pour regarder, vous ne voyez pas l'extérieur. Et puis s'il pleut, ça rentre. Et s'il pleut, ça rentre. Vous sentez là l'humidité qui remonte au niveau des jambes, vous commencez à la sentir l'humidité. Et vous avez tout de suite en rentrant, vous avez été interpellé par la voûte sur laquelle est inscrite un certain nombre de graffitis. Donc vous avez la famille Boger, le nom est là juste, il est là, le graffiti des Boger. Là, vous avez les Reinhardt, les Duville, ne sont pas contemporains de l'époque de l'internement. Vous l'avez vu tout à l'heure avec la famille Michelet, en fait, les familles viennent ici sans événement particulier, pour faire découvrir le lieu, pour comprendre aussi l'histoire de leur famille. Vous allez retrouver quasiment tous les patronymes qui sont sur l'œuvre Instant Nomade. C'est le même geste que dans la prison. Rendre hommage en gravant le patronyme de sa famille. Depuis tout à l'heure, vous nous entendez dire avec Virginie, on a maltraité une minorité de Français ici, hommes, femmes, enfants. On les a maintenus vraiment dans une crasse et dans un rejet absolument extraordinaire. Quand ils ont retrouvé la liberté, à aucun moment ils ont pu se défendre. Ils ne sont pas défendus. Ils ne savaient pas comment faire. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Donc, si vous voulez, ils ne sont jamais allés à l'école, donc il a fallu attendre 40 ans pour que des gens s'y intéressent et que vous soyez là aujourd'hui. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Ils étaient ignorants. Tous. Toute ma famille où j'ai vécu ne savait ni lire ni écrire. Alors vous, en ce moment qui êtes là, mes enfants, vous passez certainement le moment le plus important de votre vie. Vous êtes en train de vous éduquer. Vous êtes en train d'apprendre. Vous serez des hommes et des femmes libres. J'entends bien libres. Vous serez éduqués si un jour on vous demande de faire, de dire, ou de décrire quelque chose qui est contre la morale, vous direz non. Si vous dites oui, c'est que vous serez responsable de ce que vous ferez. Mais j'ai appris à lire et à écrire, c'est une base. C'est la base que j'ai. C'est la raison pour laquelle je suis en face de vous. J'ai pu par la suite, après, apprendre, lire, faire quelque chose, poser des questions. Mais eux ne savaient rien, si vous voulez. Donc ils ne se sont pas défendus. Alors profitez du temps qui est le vôtre, soyez des hommes et des femmes libres. Václav Havel, c'était un Tchèque qui a dit ceci, on reconnaît le niveau de liberté d'un peuple au sort qui réserve à ses tziganes. Et un peuple ignorant est un peuple d'esclaves. Alors ne soyez pas des esclaves, les enfants. Éduquez-vous. Profitez-en, croyez-moi, c'est bien. C'est vrai? Merci beaucoup. Alors c'est moi qui vous applaudis, vous êtes sympa. En allant au camp de Montreuil-Bellay, je dirais que quelque part on est allé rendre hommage à tous ces tziganes qui ont été enfermés. Enfin, je sais pas, c'est le ressenti que j'ai eu. En fait, je dirais qu'après cette période qui a été la Seconde Guerre mondiale, le monde en fait en général est quelque part ressorti grandi de cette expérience parce que tout le monde était mis dans des cases, que ce soit les juifs, les tziganes, les homosexuels, tout le monde. Et je pense que aujourd'hui, malheureusement, certains préjugés sont toujours présents. Mais en allant sur ce camp, en allant
en voulant enlever, enfin détruire tous les préjugés construits. On est bien parti. Vous êtes vers quelle ville? Là, je vous présente ma mère. Ma mère, 92 ans. Bonjour. Bonjour. Là, mon frère, le dernier de la bande, et 12 enfants. Bonjour le frère. Voilà, on est beaucoup de caravanes. On est exactement en région parisienne. On est à Massy, dans le 91. Okay. 35 familles ensemble, hein, enfin, du monde du voyage. Est-ce que vous voyagez à chaque fois ensemble ou pas? Non, c'est différent. On est une grande famille déjà de chez nous, on est 12 enfants. Comme on est tous... alors moi je dis plus gens du voyage, des citoyens itinérants. Et si vous voulez, on circule sur le territoire français avec d'autres groupes. Et quand je suis un responsable de groupe, je suis président de l'association France Liberté Voyage. Et sur le territoire français, j'ai à peu près 25 représentants qui représentent notre association. On n'est pas évangélique, on est laïque profondément. Vous voulez, dans notre communauté, il y a toute une diversité. Hein. On est à peu près 500 000. Il y a des gens, on appelle l'appellation gens de voyage, c'est dû à une appellation administrative qui n'existe plus. Parce qu'elle a été supprimée, c'était lié à des carnets et des livrets de circulation que nos familles ont eu l'obligation d'avoir pendant un siècle. La chose qui nous différencie des autres citoyens, c'est qu'on est itinérants. On vit en habitat mobile, on vit en caravane. Donc dans toute la diversité du monde du voyage, il y a les gens du cirque, les gens des fêtes foraines, les Bogliones par exemple, c'est des gens du voyage. Hein. Le cirque Bogliones, tout le monde en connaît. Après, il y a les ethnies. Vous avez des Manouches, des Sinti, des Gitans, des Yéniches, des Roms, et tout ce beau monde s'est mélangé. Et maintenant, il y a beaucoup de sédentaires qui deviennent itinérants et qui prennent notre mode de vie aussi. Nous, on a rencontré Jean-Jean au camp de Montreuil-Bellay. Et donc aujourd'hui, en fait, on est là pour vous demander ce qu'est être tzigane de nos jours en France. C'est une tzigane, si vous voulez, c'est un peu, ça regroupe un peu l'appellation de tout le monde du voyage. Tzigane, ça met les Manouches, les Sinti, les Yéniches, les Robes, les Gitans. C'est une appellation qui regroupe un peu tout le monde. Hein. Mais ça ne veut rien dire du tout, en définitive. Hein. Tzigane, beaucoup de gens de voyage, mais qui ne sont pas d'origine tzigane, ça ne veut rien dire. C'est une appellation aussi qui a été faite comme ça. Est-ce que vous avez écouté le micro-trottoir? Oui, je l'ai écouté, bien sûr. Oui. J'ai écouté ce qu'il dit. Mais souvent, c'est la méconnaissance. Je trouve ça vraiment horrible que vous entendiez ce qu'ils ont dit là, les gens dans le micro-trottoir. Vous l'entendiez souvent et que vous étiez limite habitué à l'entendre. C'est horrible, je trouve. C'est un peu dans la culture humaine, vous savez, ça dure depuis des siècles. Hein. On a toujours été discriminés. Et cette appellation gens du voyage nous discrimine en permanence. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais vous le répéter, c'est qu'avec cette appellation-là, on nous prend pour des étrangers. Vous voyez, c'est ouvert à tout. Les journalistes stigmatisent la population itinérante des gens de voyage. J'ai même eu des audios de gendarmerie, des fois que j'ai dû intervenir, qui disaient, par exemple, qui prévenaient la population locale, attention, il y a des gens du voyage qui sont arrivés sur la commune, ils vont faire du démarchage ou ils vont venir vous voir, ils ne sont pas inscrits au registre de commerce et ainsi de suite. Des choses comme ça, on les écoute en permanence. Et d'où mon combat, si vous voulez, vous voyez. Je mène un combat, moi, vous pouvez me suivre après sur Internet. Et comme vous êtes des jeunes, j'ai une page sur Facebook, vous pourrez la suivre, c'est Soutien à Milo de l'âge. Je vous conseille de la suivre et j'explique un peu tout ce qui se passe au niveau national. Je me bats, moi, pour la citoyenneté. Vous voyez, vous m'appelez aujourd'hui. Demain, à 10h, je suis à l'Assemblée nationale pour justement faire le point avec les députés concernant notre mode de vie. Donc c'était un beau combat, je défends la citoyenneté et en respectant les valeurs de la République qui est liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc c'est important de montrer le contraire de ce qu'on dit de nous, mais les gens sont mauvais, les gens sont mauvais. Vous savez, il ne faut pas être différent, hein. Alors que justement c'est la force d'être différent. Il faut être différent après dans le respect des uns et des autres. Ils vivent dans des caravanes, souvent dans des champs par exemple, ils s'installent où ils veulent un peu. Ils sont contre les lois françaises. T'as pas le droit normalement de t'installer comme ça. Depuis 2012, les communes de plus de 1500 habitants, en fait elles ont l'obligation d'avoir une aire d'accueil. Est-ce que cette loi elle est respectée déjà? C'est pas depuis 2012, c'est depuis mai 90. La première loi, l'alphabétement. Et après, si vous voulez, elle a été modifiée juillet 2000. Et non, bien sûr,
Les communes ont l'obligation minimum, même qu'elles ont 500 habitants, les petites communes aussi, ont l'obligation d'avoir des terrains de passage de 48 heures à 15 jours. Ça n'a jamais été respecté. Donc, comme des fois, j'écoute dire qu'il y en a qui stationnent dans les champs, mais où se mettre? Il faut bien stationner quelque part. On existe, il y a des caravanes, il faut les installer quelque part. Et s'il y a des terrains d'accueil, ben, on ne demande que ça. Mais malheureusement, on est confronté à un problème majeur. En France, il n'y a pas un seul département qui est en conformité avec le schéma départemental. Et les familles du voyage augmentent d'année en année. Vous voyez beaucoup plus de caravanes. Vous êtes jeune, mais vous en verrez plus vous allez y plus vous verrez des caravanes. Il faut savoir que tous les ans, il y a à peu près 300-400 familles, 300-400 jeunes qui se marient et qui se retrouvent sur les routes, quoi. Est-ce que vous avez déjà dû intenter des actions en justice parce qu'il n'y avait pas d'aire d'accueil dans une ville? Si vous voulez, comme on est en stationnement illicite, le préfet ou les maires, un maire, lui, peut faire un référé. Donc on vous amène au tribunal. Et si c'est par exemple, il y a le préfet, lui qui juge que vous êtes dans l'illicite, il vous fait une mise en demeure. Il faut savoir que j'ai des avocats compétents, bien sûr, hein, pour ça, et que sur 10 recours que l'on fait, on gagne à peu près 8 recours. C'est pour ça que j'ai créé mon association, et là, on s'appelle aujourd'hui, et tous les jours, j'ai à peu près 2-3 appels, qu'on me demande comment on fait pour faire un recours, le maire veut nous expulser, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on voyage ensemble, parce que si par exemple il y a un recours à un avocat que ça coûte à peu près entre 800 et 1000 euros, si vous êtes seul, vous ne pouvez pas le faire. Et si vous êtes une vingtaine de familles, vous pouvez le faire plus facilement. Après, je vous dis, il est important que quand vous arrivez sur une commune, c'est de respecter la commune qui vous accueille, puisqu'elle a respecté ses obligations. Il faut respecter, il faut être propre, il faut payer un peu l'eau, l'électricité, et il faut scolariser les enfants. Vous avez eu un rôle important. Grâce à vous, le carnet et le livret de circulation ont disparu. Du coup, est-ce que... Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Si vous voulez, je vais vous expliquer que c'était tellement grave, parce que toutes les familles issues du voyage, la première, c'était le carnet entrepreneurique en 1912. Et c'est en 2012, un siècle après, qu'une association de voyageurs, dans la mienne, a fait le recours au Conseil constitutionnel pour faire supprimer les carnets et les livrets de circulation. Il a fallu attendre un siècle qu'on se prenne en main pour faire supprimer cette discrimination qui est liée. C'était pas une pièce d'identité, c'était un carnet et un livret pour circuler sur le territoire français. Et si vous vouliez sortir de le territoire français, par exemple, vous voulez aller en Espagne ou en Italie, c'était pas reconnu comme une pièce d'identité. Est-ce que des fois vous allez dans des campings? Oui, c'est une bonne question d'ailleurs, ça. Dans les années 2000, des années 90, 2000, on a beaucoup fait les campings municipaux. Parce qu'un camping municipal ou privé, c'est un lieu public. Et donc, si vous voulez, c'est l'article 405 du code pénal. Il nous a permis de faire des recours et après, les campings municipaux nous ont acceptés. Mais maintenant, les campings, ils ont pris des étoiles, ils sont arrivés à des prix prohibitifs. Et pour une famille, ça coûte à peu près entre 30 et 35 euros par jour. Alors, ça fait trop cher. Voilà. Donc, c'est pour ça s'il y a des aires d'accueil, une aire d'accueil, ça tourne entre 6 et 7 euros par jour. Les gadgets, vous les voyez comment? Les gadgets, c'est les sédentaires, si vous voulez. Comment on dit gadget, on parle de sédentaire. Et comme vous dites, par exemple, vous dites nomade, et bien vous parlez de nous, quoi. Vous voyez, globalement, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter une belle amitié, bien sûr, si vous en avez eu une, avec un ou une gadget? Eh ben, je peux raconter l'histoire de ma mère. Ma mère, c'est une gadget. Okay. Et mon père, comme je vous ai dit tout à l'heure, a été interné dans les camps de Montreuil-Bellay. Et dans les années 45-46, ils sont sortis. Et mon père, il a rencontré ma mère, qui est là d'ailleurs, 92 ans, qui est à côté de moi, que je vous ai montré tout à l'heure. Et ma mère a choisi le mode de vie avec mon père. Et ils ont fait 12 enfants. Je suis l'aîné de cette famille de 12 enfants. Donc il y a 6 garçons et 6 filles. Et ça fait une très belle famille. On va fêter l'anniversaire de la naissance du 100e petit enfant. Entre enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ça sera le 100e de la famille de l'âge. Qu'est-ce que ça fait en fait pour vous d'être itinérant? C'est quand on est né itinérant, on ne peut plus vivre autrement. Vous vous en rendez même pas compte. Parce que moi j'ai eu la chance, puisque je vais vous expliquer encore une chose, j'ai eu la chance dans ma vie d'être courageux, j'ai fait les marchés, j'ai fait les foires, j'ai gagné de l'argent. Et mon père est décédé, et puis on a acheté un terrain dans les Deux-Sèvres.
pas très loin de chez vous d'ailleurs, à Mel, c'est pas très loin de Cholet. Et vu que j'avais un peu de moyens, j'ai fait faire une petite maison pour y vivre. Comme je viendrai pour les rameaux et tout ça, recueillir. Eh bien, j'ai essayé de dormir dedans. Le premier mois, j'ai pu. Mais j'ai dû sortir de la maison. Et j'en profite de la maison pour faire le manger, pour les douches, pour l'intérieur, qui est très bien. C'est mieux qu'une caravane parce qu'il y a plus d'espace. Mais dormir dedans, non. Vous voyez, on est tellement habitué. Quand vous dormez dans une caravane, je ne sais pas si ça vous est arrivé de dormir dans une tente ou dans une caravane, vous êtes en contact avec la nature. Vous écoutez les bruits, vous écoutez l'eau qui pleut, vous écoutez tout ce qui se passe dehors. Mais dans une maison, vous n'écoutez rien. Il peut y avoir du vent, des grêles, vous n'écoutez rien. Donc c'est un mode de vie comme ça que comme vous l'avez, et ça, si vous le vivez en étant jeune, ben ça se transmet dans les gènes et c'est pratiquement insupportable de rester sur place après, quoi. Voilà. Est-ce que les gitans, ils mangent des hérissons? Oui, j'ai écouté ça, oui. C'est un peu une légende, hein. Je pense que ça a dû se faire dans les années 1900, parce que vu que les familles étaient extrêmement malheureuses, et puis je pense qu'ils avaient faim, et certainement il y en a parmi eux parce qu'ils passaient ça direct, ils en ont dû essayer d'en manger, et puis il y en a qui n'en mangeaient pas la suite, quoi. Mais c'est fini parce que depuis pas mal d'années c'est protégé, et puis le monde du voyage ne chasse plus les hérissons, c'est terminé ça. Et bah merci. Si vous pouvez venir à l'inauguration du camp de Montreuil-Bellay, parce qu'il va y avoir un musée à Montreuil-Bellay dans à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ça sera à Montreuil-Bellay, ça sera sur les articles de presse. Et puis si vous y venez, ben, faites-vous reconnaître et on prendra une photo ensemble. Ok, ça me va. Très bien, super. Franchement, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant du coup d'étudier ce type de mode de vie parce qu'on ne s'intéresse pas assez aux autres personnes, aux différences, et au final ça nous crée des barrières et ça nous empêche du coup de créer des sortes d'affinités entre les personnes. Et au final on s'enferme dans nos préjugés. Moi je pense que c'était une expérience qui nous a apporté beaucoup de valeurs pour l'avenir, pour notre comportement futur. Ça nous a apporté des connaissances que tout le monde n'a pas. Et franchement, je trouve que ce reportage, ça nous a beaucoup aidé au final à sortir du coup de ces cases que la société nous a créées. Et au final, du coup, ça fait une bonne expérience au final.